Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre 19h pour tout savoir évidemment de l'actualité de la Principauté. Tout de suite, le sommaire. La toute première session de l'Académie de la mer remporte un grand succès. Depuis le début de la semaine, les intervenants se succèdent pour aborder les grands enjeux afférents aux mers et aux océans. Notre invité ce soir sera Jean-Vincent Olindre. Ce professeur spécialiste des relations internationales nous dévoilera que Monaco se situe au cœur de l'endroit le plus stratégique de la planète. Monde du bâtiment et réduction des dépenses énergétiques ne semblent pas vraiment compatibles. Pourtant, la démarche intitulée Le Cube lance un vrai défi écologique à ses participants. Plus d'informations sur ce concours qui vient d'arriver en Principauté dans quelques instants. Il y a 248 ans, les États-Unis déclaraient leur indépendance. Cette journée historique est d'ailleurs célébrée tous les 4 juillet. À Monaco aussi, c'était la fête hier soir pour les Américains résidents de la Principauté. En y jetant un seul coup d'œil, vous penserez peut-être qu'il s'agit d'un bar, mais en y regardant de plus près, vous allez découvrir la sublime sculpture de Guillaume Aubry. Régulus se dresse dans le jardin de la Villa Paloma. Nous vous emmènerons la découvrir. 6 ventes sur 3 jours et 1000 lots à adjuger, voilà quelques chiffres de la vente aux enchères de la maison monégasque HVMC. Des lots remarquables et très recherchés y seront proposés. Il n'est pas toujours facile, c'est vrai, de choisir la destination rêvée pour vos vacances car les désirs diffèrent selon chaque personne. Ce soir, la psychologue Joëlle Denoyer vous proposera des astuces pour choisir votre destination en fonction de votre personnalité. La session inaugurale de l'Académie de la mer a débuté ce lundi à Monaco en présence du prince Albert II et de son directeur Laurent Anselmi. Cette université d'été s'organise pendant 12 jours afin de comprendre les problématiques des mers et des océans et ce autour de 3 axes fondamentaux, scientifiques, juridiques et politiques. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'un des intervenants de l'événement. Il s'agit de Jean-Vincent Olindre, professeur à l'université de Paris 2. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes intervenu aujourd'hui à l'occasion de la toute première session de l'Académie de la mer. Quelles ont été les grandes thématiques abordées lors de cette matinée de travail ? Mon approche, c'est une approche géopolitique, de relations internationales. Donc l'idée, c'est d'étudier les grands rapports de puissance, mais aussi de coopération entre les États, les différents acteurs internationaux s'agissant de la mer. Donc ça peut concerner évidemment les rivalités, comme par exemple en mer de Chine méridionale, dans l'Indo-Pacifique, entre la Chine et les États-Unis. Ça peut concerner les problèmes en Méditerranée orientale, entre la Turquie et la Grèce. Ça peut concerner aussi des problèmes plus économiques, relatifs au passage des détroits, le détroit de Malacca, qui est le plus emprunté aujourd'hui dans le monde, parce qu'il est sur la nouvelle route de la soie entre la Chine et l'Europe, par l'Asie du Sud-Est. Vous voyez, des questions à la fois économiques, militaires, mais aussi interculturelles en quelque sorte, parce que la mer, c'est vraiment un espace à la fois de rivalité et de passage. Et de partage. De partage, tout à fait. Les mers et les océans représentent 70% de la surface de la Terre et sont au cœur, vous l'avez dit, du commerce international, mais aussi de la géopolitique mondiale. Quelle est peut-être l'illustration la plus marquante à vos yeux de ces échanges? Quel est l'endroit, selon vous, le plus stratégique du monde? J'aurais tendance à dire, étant ici à Monaco, que la Méditerranée continue à jouer un rôle important. C'est pratiquement un tiers donc des échanges internationaux, entre 25 et 30%. C'est un lieu important aussi pour tout ce qui concerne les migrations transnationales, les échanges de population, le passage aussi des gazoducs et des oléoducs. On voit que sur les questions pétrolières, ça joue un rôle important, aussi par rapport au conflit en Ukraine. Donc c'est un lieu qui redevient un lieu absolument essentiel, à la fois du fait de la stratégie chinoise des nouvelles routes de la soie, qui passent par le canal de Suez, mais aussi du fait des problèmes européens eux-mêmes qui deviennent de plus en plus aigus. Et l'Europe continue, je ne sais pas si elle est au centre du monde, en tout cas elle est au centre des attentions des États-Unis d'un côté et de la Chine de l'autre.
Les mers et les océans, on l'a compris, permettent de connecter tous les continents. Ils sont riches en ressources. Ils sont donc, vous l'avez dit, aussi la cause de nombreuses tensions internationales. Comment les apaiser, les éviter aujourd'hui ? Vous avez raison, aujourd'hui on a besoin d'un véritable gouvernement des mers, pour reprendre des formules employées par les observateurs. Gouvernement par le droit. Il y a aujourd'hui un droit de la mer qui évidemment est soumis à rude épreuve avec des interprétations diverses. Les Chinois et les États-Unis ne voient pas le droit de la mer de la même façon, c'est tout le problème. Mais le droit reste un outil essentiel. Peut-être l'autre élément, ce sont les organisations internationales, notamment l'ONU. On voit bien qu'en ce moment, il y a cette question du traité sur la haute mer et le fait qu'il y a des mers qui sont en quelque sorte source de rivalité, mais il y a aussi la haute mer qui est un bien commun, un bien public mondial qui doit être partagé si nous voulons continuer à vivre tous ensemble sur cette terre en dépit, et sur cette mer, en dépit des rivalités. Donc oui, la coopération, je dirais, est plus que jamais nécessaire dans cette période de conflit. Coopération par les négociations entre les États, mais coopération aussi à l'échelle multilatérale, au niveau des Nations Unies ou au niveau des organisations juridiques internationales. Professeur, vous avez abordé toutes ces choses ce matin. J'aimerais que l'on parle de ces étudiants que vous avez eus en face de vous. Ils viennent de tout horizon, de tout âge. Considérez-vous on va dire que ce côté éclectique a enrichi vraiment les débats ce matin ? Ah oui, c'était passionnant. Moi, j'aime beaucoup dans mes enseignements faire participer les étudiants, même lorsqu'il y a des effectifs importants, là, plus d'une quarantaine d'étudiants. C'est important d'avoir ces interactions. C'est important aussi d'avoir cette diversité de profils entre des juristes, des gens qui ont fait de la science politique, de l'économie, des personnes aussi qui ont eu une carrière parfois très, très longue et qui, fort de leur expérience, partagent leurs connaissances et des anecdotes. Donc c'est ça aussi un cours, c'est pas simplement un enseignement magistral délivré par quelqu'un qui sait, mais un échange permanent entre des étudiants qui veulent comprendre et un professeur qui essaie de comprendre avec eux. Plus globalement, que pensez-vous de ce projet de l'Académie de la mer et des enseignements qui ont été proposés ? J'ai répondu tout de suite très favorablement à son président Laurent Anselmi lorsqu'il m'a contacté. Je représente ici l'Université Paris-Panthéon-Assas qui est partenaire de cette Académie de la mer à travers le Centre Thucydide en relations internationales que je dirige. Pour moi, c'est un honneur d'être ici, non seulement de représenter mon université, mais aussi de traiter de sujets dont je perçois l'importance. On est ici au cœur, donc je l'ai dit, de la Méditerranée, d'enjeux qui sont géopolitiques et essentiels. Et donc je crois que cette initiative vient à un point nommé. Et l'engouement qu'elle a suscité, je crois qu'il y a eu beaucoup de candidatures à cette école d'été, plus de 300, montre très bien que ce sujet est au cœur de l'attention. Merci infiniment à vous, professeur, d'avoir répondu présent à notre invitation sur Monaco Info. Merci à vous. Ce vendredi, Pierre-André Chiappori, ministre des Finances et de l'Économie, a rendu visite à l'incubateur de start-up Monacotech et à la pépinière d'entreprise Monaco Boost. Ces échanges ont permis de rappeler le positionnement, les objectifs et les enjeux de ces deux entités. Une vraie mise en lumière du dynamisme entrepreneurial de la principauté qui ne cesse d'évoluer depuis la création de Monacotech en 2017. Le CUB vient de débarquer en principauté, CUB qui veut dire là concours usage bâtiment efficace. Cette démarche organisée par l'Institut français pour la performance du bâtiment invite ses participants à se lancer le défi de réduire leurs dépenses énergétiques. À Monaco, une quarantaine d'entreprises participent au challenge. Tous les détails dans ce reportage d'Alban Jean-Jambre et Alexandra Marangoni. Dans cette pièce, différentes entreprises et entités monégasques. Toutes ont un point commun, la volonté de réduire ses dépenses énergétiques. En prenant part au concours CUB, les participants s'engagent à y travailler pendant 12 mois. Ils vont embarquer l'ensemble de ceux qui utilisent le bâtiment, que ce soit les services techniques,
ou ceux qui travaillent dans les locaux, et également si c'est un bâtiment recevant du public, également le public pour pouvoir aussi les inviter à contribuer à ces efforts. On a beau avoir équipé le bâtiment d'un système de climatisation très efficace, mais si toutefois l'utilisateur vient laisser les fenêtres ouvertes, tout ce qu'on aura gagné avec la clim sera gaspillé quelque part. En faisant participer l'ensemble des parties prenantes, on arrive à collectivement générer des gains énergétiques souvent où on ne s'attendait pas. Toutes les initiatives pour réduire les gaz à effet de serre nous animent déjà depuis fort longtemps avec les engagements que le souverain a pris autour des COP et donc qui nous a fixé aussi des objectifs. Aujourd'hui, faire le concours, c'est à la fois capitaliser sur notre expérience, mais essayer de monter maintenant un cliquet de plus en partageant de manière collaborative dans la continuité de ce qu'a fait la mission de la transition énergétique, mais avec un prestataire qui a aussi une expérience avec d'autres usages en France et peut-être d'autres idées. À l'issue du concours, un palmarès s'est établi entre les participants selon les consommations évitées et les économies générées. Pour la direction des travaux publics, le challenge il va être essentiellement de maîtriser nos problématiques de transport, parce qu'on est 60 à la direction des travaux publics et donc ça va avoir un impact forcément. Et puis identifier dans le quotidien dans notre quotidien, de la consommation d'eau, des choses comme ça, et pour pouvoir après infléchir nos projets. C'est mieux de le faire par le jeu pour faire changer profondément les habitudes parce que les gens sont généralement réticents. C'est une thématique d'actualité quand on voit les difficultés de l'énergie, du coût de l'énergie, il faut être pragmatique, elle a un prix. Des carences à nous, on l'a vécu beaucoup l'an dernier. Le monde du yachting, en étant yacht club, on fait de la voile mais on a aussi des bateaux à moteur où on doit transmettre l'attention à la sobriété et l'implication au respect de notre mer ou notre terre qui sont intrinsèquement liées. Pour rappel, la principauté s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030, un objectif qui passe par l'optimisation énergétique des bâtiments. Revenons à présent sur le jour de l'indépendance des États-Unis, fête célébrée tous les 4 juillet. À Monaco, c'est au marché de la Condamine que les festivités se sont déroulées pour faire honneur à la communauté américaine présente en principauté. Des activités mises en place par la mairie de Monaco et suivies par Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Pour certains, c'est l'occasion de partager un moment entre amis. Pour d'autres, c'est un rappel à ses terres d'origine. La communauté américaine est bien ancrée en principauté et le 4 juillet a une saveur bien particulière. Independence and excitement. It's nice to have a little piece of home, wearing a tiny little hat. I'm very excited. It's like home away from home. Independence Day, c'est le 4 juillet, c'est immense. C'est notre fête nationale. Le t-shirt que j'ai là, il a 36 ans. C'était le 200e anniversaire de USA, mais j'ai eu le t-shirt depuis. C'est un peu serré, mais ça marche encore. Nous avons ici ce soir une représentation d'une magnifique relation entre nos deux pays et nos deux cultures. Au programme plat traditionnel ou initiation à la country, tous les symboles sont réunis pour faire rayonner la fête nationale américaine. A lot of celebration. We're just having a lot of fun. And we really want to ride the bull. Manger un morceau et boire un coup entre amis en écoutant de la musique. En même temps, il y a toutes les personnes qui sont là pour faire la fête country parce que c'est tellement rare que les gens connaissent la fête country. A lot of drinking, a lot of good food and friendship. Petit rappel historique, la déclaration d'indépendance des États-Unis date du 4 juillet 1776, une histoire qui reste dans les mémoires et même chez les plus jeunes. C'est quand les États-Unis ils sont devenus indépendants. Et à l'école, j'avais fait un exposé sur les États-Unis et tout ça. En plus, mon grand-père, il est américain. C'était une journée exemplaire d'hommes de formidable caractère qui ont écrit un document absolument extraordinaire qui mérite d'être lu en anglais ou en français ou dans n'importe quelle langue et qui est un bon exemple de ce que c'est la gouvernance et l'indépendance et aussi de ce que c'est un groupement, un pays, un peuple. C'est sur cette ère de Blues Brothers que l'on se quitte en attendant de prochaines festivités.
C'est l'événement de l'été au Grimaldi Forum. Je vous parle là de l'exposition consacrée à William Turner. On l'a d'ailleurs largement abordée hier dans ce journal car elle va ouvrir ses portes au public dès demain. L'inauguration officielle s'est, elle, tenue hier soir en présence du prince Albert II. Le souverain a ainsi pu découvrir l'incroyable travail du peintre britannique considéré comme une icône au XIXe siècle. La scénographie y propose une relecture de Turner à travers la vision d'artistes contemporains autour de la thématique du paysage. Pour aller la visiter, rendez-vous dès demain et durant tout l'été jusqu'au 1er septembre précisément. On reste dans le domaine de l'art avec la Monaco Art Week qui se tient en ce moment même. Hier avait lieu la présentation au public de la sculpture Régulus à la Villa Paloma. Fruit du travail de l'artiste Guillaume Aubry, et vous allez le voir, cette œuvre d'art est à la fois un café de jardin et un bar à cocktail. Reportage Théo Schumer et Lionel Bernardi. Vous n'y voyez qu'un bar, c'est en fait une véritable œuvre d'art, celle de Guillaume Aubry, un jeune architecte passé par les Beaux-Arts de Paris. Cette sculpture architecturale baptisée Régulus est le fruit d'un travail mené pendant 3 longues années avec le nouveau musée national de Monaco et dont le point de départ a été la fascination de Guillaume pour le soleil. Ça s'appelle Régulus parce que c'est un des personnages que j'ai étudié dans ma thèse. Régulus était un supplicié romain, supplicié par les Carthaginois, à qui on a coupé les paupières, on l'a enfermé 3 semaines dans le noir le plus complet et on l'a exposé ensuite à la lumière du soleil, donc il s'est brûlé les yeux de regarder le soleil en face. Et c'est le titre d'une toile de Turner, donc c'est petit écho à l'expo Turner qui ouvre là à Monaco, qui est une toile qui est un peu une composition classique, peinture d'un port de bord de mer, mais vue du point de vue de Régulus, donc à travers une rétine brûlée. Donc l'œil qu'on voit derrière nous, c'est un four solaire, donc c'est une parabole en miroir qui, quand elle est bien orientée, permet de créer un point chaud qui permet de chauffer, réchauffer, faire bouillir, proposer tout ce qui pourrait être proposé dans un café du musée. Lorsque le NMNM a proposé le projet à l'artiste, l'objectif était de compléter le jardin à l'antique de la Villa Paloma et lui redonner vie. C'est pourquoi l'œuvre est désormais vouée à rester et à rassembler. Elle va avoir plusieurs activations. En réalité, l'idée, Guillaume le disait tout à l'heure, c'est d'inviter à la fois des artistes, mais aussi des chefs cuisiniers, voilà, différentes typologies, des mixologues, puisque c'est avec lui qu'il a collaboré pour réaliser son Sunset Cocktails Book. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir plusieurs personnes qui sont en mesure d'utiliser cet espace-là comme un espace de convivialité autour à la fois de la gastronomie et de l'esthétique de façon générale, disons. Cette soirée était l'occasion de faire connaissance avec ce nouveau lieu de vie, mais également avec son créateur. Le rendez-vous s'est donc poursuivi avec une conversation sur ses travaux et sa vision de l'art, mais bien sûr toujours en lien avec le soleil, même quand il se couche. Bijoux, montres de collection, sacs de luxe, tableaux et sculptures. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo organise en ce moment les ventes de prestige de l'été. Jusqu'à dimanche, les potentiels acheteurs sont invités à visiter l'exposition publique avant les ventes qui débuteront lundi. Sarah Inkari, Alexandra Marangoni se sont rendus sur place et ont découvert les lots d'exception. 6 ventes sur 3 jours, 1000 lots à adjuger et 2 lieux. Voilà en chiffres le résumé de la vente aux enchères que prépare actuellement la maison monégasque HVMC sur le quai Albert Ier. Parmi les lots remarquables, ce Birkin Faubourg version neige de la maison Hermès ou encore ce bracelet exceptionnel pour lequel les enchères vont commencer autour de 250 000 €. C'est un bracelet de Bulgarie qui vient d'une collection privée monégasque. Qui est une commande spéciale. Bulgarie, vous savez, est très très recherchée maintenant, qui est serti entièrement de diamants. Et au centre, il y a un diamant qui fait 18 carats. Et évidemment, c'est une pièce unique. Techniquement, c'est très beau aussi parce qu'on ne voit pas le métal, on ne voit que les diamants. Passons désormais à l'art moderne où l'imposante Vénus prônant devant le nouveau lieu de vente d'HVMC donne le ton. Elle est signée d'un certain Dali, tout comme ce puissant rhinocéros. Et ce sont des fontes qui ont été faites, c'est ça l'intérêt du vivant de Dali. Ce ne sont pas des fontes posthumes, hein. Ce sont des fontes qui ont été faites en 88, donc sous le contrôle de l'artiste. Il est mort en 89. Et là, c'est important. Voilà, ce sont des fontes qu'il a pu contrôler. Les Dali, évidemment, sont intéressants, mais vous avez aussi des tableaux de Vlaminck, du trio, un très beau Mathieu qui est là à gauche, un Atlan. Enfin, il y a tout un panorama, si vous voulez, de l'art moderne, avec des artistes qui sont évidemment assez recherchés en ce moment.
le marché est plutôt porteur actuellement dans nos domaines, c'est-à-dire l'art moderne, les bijoux, les montres. Donc je suis fier de ce qu'on a pu réunir et ce que nos équipes ont pu réunir pour cette vacation. Qu'ils soient à distance ou sur place, les particuliers, professionnels et collectionneurs du monde entier trouveront leur bonheur à coup sûr et le marteau risque de chauffer. Comme l'adage le dit si bien, il en faut pour tous les goûts et cela se confirme lorsqu'il s'agit de prendre des vacances. Les désirs diffèrent selon votre personnalité. Certains, c'est vrai, vont préférer des congés en pleine nature, tandis que d'autres opteraient pour des endroits très urbanisés. Fabien Bonilla s'est entretenu avec une psychologue. Joëlle Denoyer propose le mode d'emploi pour passer des vacances idéales en choisissant la bonne destination. Joëlle Denoyer, bonsoir. Bonsoir. Première question, déjà, qu'est-ce que l'on doit faire pour se mettre dans de bonnes conditions avant de partir en vacances? Est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors déjà, bien se mettre à jour au niveau du travail. Je pense que ça peut être intéressant pour libérer son esprit et pouvoir profiter pleinement de ses vacances. Il y a d'autres choses, c'est vraiment avoir fini le travail, il faut se reposer avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors peut-être aussi avoir bien organisé son départ si on part, ou peut-être avoir prévu des petites sorties autour de chez soi si on reste à la maison pour se détendre. Donc c'est un petit peu anticipé pour pouvoir libérer et vraiment profiter de l'instant présent pendant nos jours de congé. Il arrive que l'on choisisse parfois une destination de vacances parce que cette destination fait rêver mais qu'elle ne correspond pas du tout à notre profil. Au final, on rentre, on est un peu déçu. Comment est-ce que, selon vous, l'humain devrait choisir son lieu de vacances? Je pense peut-être en écoutant vraiment son cœur, pas forcément de manière cérébrale, mentale, son lieu de vacances ou son projet de vacances. Et je pense que ça peut être bien de vraiment se poser et d'être attentionné envers soi par rapport à son projet. C'est en fonction de son comportement, en fait? Ouais, alors c'est plus une sorte de méditation, c'est pas vraiment comportemental, c'est prendre le temps de se poser, être vraiment à l'écoute de soi. Si on part à plusieurs, bien questionner les intentions des autres dans ce qu'ils ont envie de vivre dans leurs vacances, dans les visites. Peut-être aussi, il y en a qui ont envie d'être à l'aventure, d'autres un peu plus posés. Donc aussi s'assurer que les personnes avec qui on part a à peu près le même projet que nous, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une problématique, c'est que quand on est en couple, souvent on est différent. Qui doit choisir dans ces cas-là le lieu de vacances, en règle générale? Alors bon, il y a peut-être effectivement le choix. Parfois, il y a aussi un facteur financier qui va faire qu'on va se limiter sur certaines choses. Je pense qu'il faut vraiment trouver un accord entre conjoints si vraiment on a des intentions différentes. Il y a toujours une autre possibilité, une troisième intention qui va permettre de satisfaire un petit peu les envies de l'un et un petit peu les envies de l'autre. Il y a des conséquences, des fois, quand on passe de mauvaises vacances. On est allé dans un lieu qui ne nous correspondait pas du tout, on a passé de mauvaises vacances, on rentre, on n'est pas bien. Il y a des conséquences sur le mental, ça peut aller loin parfois? Ça va être source de stress, ça peut être aussi source de tension et de conflit dans la famille ou dans le couple. Donc oui, ça peut être néfaste sur l'effet à court terme. Du coup, c'est un peu contre-productif. Le faire chercher des vacances, c'est vraiment le repos, changer d'air, breaker sur le plan mental. Si on arrive dans des conflits, effectivement, on n'a pas forcément l'état attendu au final. Quel conseil vous pourriez donner justement pour bien choisir ses vacances, pour choisir son lieu de destination? Je suis hyperactif, où est-ce que je dois aller? Au contraire, je veux du calme, qu'est-ce que je dois faire? Quel conseil vous pourriez nous donner? Je pense que celui qui est dans l'activité, prévoir peut-être plutôt un séjour sportif, envisager peut-être la montagne ou si c'est la mer avec des activités vraiment intéressantes sur le plan de la découverte de l'eau, etc. Celui qui a un peu besoin d'un peu plus de calme, on peut peut-être prévoir quelque chose de plus farniente avec une pension complète, avec aussi des activités qui vont plus s'inspirer au repos, avec de la méditation, du yoga, des choses comme ça. Donc ça va pas être exactement le même type de vacances et peut-être pas non plus le même tarif au bout du compte. Vous personnellement, là, vous partez en vacances cet été? Oui, tout à fait. Et quelles sont vos vacances idéales alors justement? Alors moi, j'ai pas vraiment de vacances idéales. Mes vacances, c'est vraiment prendre soin un petit peu de mon entourage parce que l'année est toujours un petit peu chargée.
Donc la première semaine, on a orienté plus vers notre fils qui a 15 ans. Et donc on emmène ses cousins, cousines avec nous dans les Alpes, donc un séjour plutôt sportif. Et puis après, on va plutôt passer sur le mode parents, où là, on va rejoindre la famille. Mon cousin fait ses 40 ans, du coup, on va du côté de Caen en camping pour pouvoir être en famille plus élargie. Donc voilà, c'est un petit peu, on a trouvé un mix comme ça. Bah écoutez, Joëlle Desnoyers, merci d'avoir répondu à mes questions et puis je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Merci à vous aussi. Merci. Le Port Hercule s'est transformé en piste équestre à l'occasion de la 18e édition du Jumping International de Monte-Carlo. Et pour clôturer cette première journée de compétition, s'est tenue la traditionnelle épreuve de la Longines Pro AM Cup au profit de la MAD. Une soirée où cavaliers professionnels et amateurs concourent ensemble afin de récolter des fonds pour l'Association mondiale des Amis de l'enfance. Elle œuvre, je vous le rappelle, pour la protection et l'épanouissement des enfants à travers le monde. Écoutez son secrétaire général, Jérôme Froissart, au micro d'Anaël Marquez. Cette soirée, ce soir, est dédiée à la MAD. C'est une épreuve qui est ce qu'on appelle Pro AM, ça veut dire que disons, des équipes qui sont constituées et qui sont constituées de binômes, un pro et un amateur. Et ces équipes-là concourent, créent un événement spécial pour des gens qui sont passionnés de l'équitation. Et les bénéfices sont dédiés à la MAD. Et à quoi serviront ces bénéfices justement ? Alors ces bénéfices vont servir au programme supporté par la MAD. Ce sont des programmes en faveur de l'enfance vulnérable à travers le monde. Et cette année, nous allons les dédier spécifiquement à un programme qui est dédié à l'énergie de l'espoir, qui est un programme dont l'objectif est de permettre l'accès à l'énergie sur le continent africain comme levier de développement pour l'enfance. Et ce jumping va-t-il pouvoir se poursuivre sous un grand soleil? La réponse avec Théo Schumer qui nous présente ce soir vos prévisions météo pour le début de week-end. Bonsoir à vous Théo. Alors quel temps fera-t-il ce samedi? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Demain, on n'attend pas beaucoup de changements par rapport à aujourd'hui. Le temps restera plutôt normal pour un mois de juillet. Le meilleur moment pour profiter de la journée sera sans aucun doute le matin, avec un beau soleil dont vous pourrez profiter dès votre réveil, mais qui s'atténuera l'après-midi avec quelques nuages qui font leur retour, et ce jusqu'à dimanche. Côté température, on reste aussi sur des valeurs de saison, à peu près identiques à celles d'aujourd'hui. Vous aurez 22 degrés en matinée et jusqu'à 25 l'après-midi, même si bien sûr le ressenti sera toujours un petit peu plus fort. Donc avec des températures assez élevées et un ciel un peu voilé, le temps sera plutôt idéal pour profiter du jumping ce week-end. Et puis pour ceux qui préfèrent la plage, c'est bien aussi. La Méditerranée affichera 23 degrés au thermomètre. Allez, demain, nous souhaiterons une bonne fête au Maria. On vous en a déjà dévoilé des images dans ce journal. L'exposition du Grimaldi Forum sur William Turner a été inaugurée hier par le prince Albert II. Nos photographes Manuel Vitali et Frédéric Nébinger vous dévoilent ce soir la force du travail du Britannique pour capturer l'atmosphère de la nature et captiver le spectateur. Je vous laisse donc sur ces beaux clichés et je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de votre JT. Belle soirée sur notre antenne.